Cours d'histoire. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre magazine à partir d'€1 par mois en vous rendant sur le site internet histoireetcivilisation.com. Bénédicte Vergé-Chaignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, vous venez de publier 2 ouvrages chez Flammarion, un premier livre consacré à Colette en guerre, un second sur les archives du quotidien des Français dans la guerre, donc 1940-1945, pas moins de 250 illustrations pour les professeurs mais aussi les passionnés d'histoire. Il y a 2 semaines, nous avons entamé avec vous 3 cours d'histoire pour nos auditeurs et élèves, 3 cours d'histoire consacrés aux Français pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons cherché dans un premier temps à cerner la relation des Français avec le maréchal Pétain. Nous nous sommes penchés ensuite sur la vie quotidienne des Français sous l'occupation et cette semaine nous allons nous intéresser au destin d'une femme de lettres pendant cette période. Nous allons nous intéresser à Colette. Première question toute simple, Bénédicte Vergé-Chaignon, que représente Colette en 1939 ? C'est une vedette et un grand écrivain. Alors, un grand écrivain avec des majuscules et c'est la seule femme dans ce cas, dans ce paysage littéraire français de l'entre-deux-guerres qui est tellement riche. Et puis, c'est un grand écrivain qui est beaucoup lu par un public féminin, mais pas seulement, et beaucoup lu à l'étranger aussi, en particulier dans les pays anglo-saxons. Et puis, c'est une vedette. Vous savez sans doute que Colette a eu une vie tumultueuse qui l'a amenée, par exemple, sur les planches, et non dénuée de scandales, et elle est vraiment connue comme un people, je dirais. Elle est très souvent dans les journaux, photographiée. On l'interviewe un peu à propos de tout et de rien. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très connu et de généralement apprécié en France. La politique, dites-vous, l'ennui, ce n'est pas une femme des grands combats ? Alors, elle dit toujours que la politique lui fait peur, qu'elle est incompétente, qu'elle ne parle jamais d'actualité. Tout cela en tenant chroniques hebdomadaires, voire plus fréquentes dans de grands quotidiens. Et en fait, si il est vrai qu'elle ne parle pas directement d'actualité, si on ne peut pas la considérer comme un écrivain engagé, eh bien, elle a quand même toujours eu le sens des événements et le sens de l'histoire. J'en veux pour preuve le fait que son roman La fin de chéri est un des premiers et des meilleurs romans qui a été écrit sur l'impossible réadaptation des anciens combattants après la fin de la Première Guerre mondiale, qui est un texte écrit par une femme de 50 ans qui n'a, par définition, jamais été au front. Je vous cite, la guerre ne passe jamais sur une vie sans la bouleverser, sans atteindre la personnalité, sans imposer ses contraintes, ses angoisses, ses chagrins, mais aussi sans forcer à faire des choix. Est-ce que Colette entre en guerre en 1939 comme elle est entrée en guerre en 1914 ? Je vous ai posé la question sur les Français la semaine dernière. Quels sont alors ses sentiments en 1939 ? Est-ce qu'elle est patriote ? Est-ce qu'elle se sent humble, civile, au fond impuissante ? Elle est comme nous tous, c'est-à-dire elle a tendance à se réfugier dans ce qu'elle connaît déjà. Donc, dans un premier temps, en 1939, elle va beaucoup faire de comparaisons avec 1914 et avec la Première Guerre mondiale. Et elle va être dans cette dynamique de ce moment-là, c'est-à-dire les civils ont tenu aussi à l'arrière. Et elle est très patriote.
c'est quelque chose qui lui vient de son héritage familial et sans doute de son amour viscéral pour la France et pour la langue française. Et donc, alors, il faut rappeler que elle a plus de 65 ans, hein, et donc tout ce qu'elle pense pouvoir faire, c'est contribuer à l'effort de guerre en prônant dans ses articles le sang-froid, la bonne volonté, et puis en participant à des opérations de propagande en direction des États-Unis qui sont alors neutres, pour expliquer que la France est toujours la France et elle a été contrainte à la guerre, mais elle est dans son bon droit. Voilà, elle contribue comme elle peut à l'effort de guerre. Est-ce qu'en 1940, il y a une forme de naïveté sur la situation, naïveté qui n'est pas forcément l'apanage de Colette, mais qui, au fond, peut être l'apanage de beaucoup de Français à l'époque? Oui, la drôle de guerre, qui dure depuis 9 mois, a installé l'idée qu'on va être dans une guerre longue qui se gagnera probablement sur le terrain économique, plus que sur le terrain militaire, voilà, à force d'usure respective des forces industrielles des protagonistes, et peut-être avec, je dirais, des manœuvres d'une guerre périphérique, voilà, autour du noyau anglo-franco-allemand. Alors vous le disiez tout à l'heure, c'est un personnage qui est connu. Est-ce que elle a des relations avec le monde de Vichy? Est-ce qu'elle connaît tous ces gens qui se chamaillent à Vichy, ce que vous montrez bien dans votre autre ouvrage, donc Les Français dans la guerre, archives du quotidien. Vous montrez ce petit monde de Vichy où chacun cherche sa place. Alors, Colette, au fond, elle est plus identifiée à la République radicale socialiste. Elle est une presque contemporaine de la Troisième République. Elle est née 2 ans après le début de la République. Et au fond, quoi qu'elle ne fasse jamais de politique, dit-elle, par son second mari, Henri de Jouvenel, elle a des liens avec le milieu politique vraiment emblématique de la Troisième République et pas du tout avec les milieux maréchaliste ou pétainiste, parce que on pourrait penser intuitivement que comme la terre ne ment pas, voilà, Colette tellement terrienne pourrait être récupérée par Vichy, mais pas du tout, parce que il ne faut pas oublier quand même que c'est une femme scandaleuse, c'est une ancienne danseuse nue, c'est une homosexuelle revendiquée, c'est une femme divorcée 2 fois. Donc ça fait beaucoup qui n'est pas tellement travail, famille, patrie. Voilà. Effectivement, elle va être très très peu sollicitée par le gouvernement français, par les autorités françaises durant cette période. Elle-même, elle ne se rendra jamais à Vichy. Elle n'écrira pas ni à aucun ministre, ni au maréchal Pétain. Elle ne sollicitera rien. Et elle écrit toujours dans sa correspondance, zone libre avec libre entre guillemets. Alors, un écrivain doit continuer à écrire en période de guerre. Est-ce que ses écrits se détachent de l'actualité ? Alors, elle continue à écrire pour, comme elle dit, gagner sa croûte. Parce que c'est vrai que c'est de l'écriture qu'elle tire ses revenus. Alors, on peut distinguer, je dirais, les œuvres de fiction, romans et nouvelles, qui sont très largement déconnectés de l'actualité. À preuve, ça va être le moment où elle va écrire Gigi, qui se passe à la belle époque, une belle époque frivole qui est absolument le contre-pied de la période qu'elle est en train de vivre. Et d'autre part, il y a ses articles. Alors, les articles, quel que soit le sujet, c'est difficile de les déconnecter entièrement de l'actualité. Je m'explique, quand elle publie dans un journal de mode, il y a un moment où c'est difficile de commenter la mode alors qu'il n'y a pas de tissu, pas de cuir, pas de laine, voilà.
Donc le sujet a tendance à s'épuiser en lui-même, et au fond, elle fait des remarques qui sont très amusantes sur le fait que toutes les femmes maintenant sont très très minces, mais ça renvoie à ce qu'elle va beaucoup mettre en exergue dans ses chroniques du Petit Parisien, qui est ce qu'elle appelle, elle, franchement, la famine. C'est-à-dire, au fond, le manque de nourriture, le manque de tout, qui frappe les Français, en particulier les plus vulnérables, et qui leur rend la vie vraiment très pénible. Elle a eu, une vie difficile. Alors au début, elle est en province, elle revient sur Paris. Elle vous montrait bien, Colette regardant par sa fenêtre ce qu'il se passe. Elle a vécu, elle, des moments difficiles où, au contraire, au fond, parce qu'elle est une personne de la haute société, elle pouvait bénéficier disons-le, de passe-droit. Alors, tout d'abord, c'est vrai qu'elle vit dans l'angoisse de la faim et du froid. Elle est une dame âgée, ce qui veut dire que, par exemple, il arrive un moment, à partir de 1943, où elle n'a plus droit qu'à la carte de ravitaillement V comme vieillard, qui couvre la moitié seulement du nombre de calories nécessaires quotidiennement. Donc, ça implique, si on ne veut pas se laisser mourir de faim, de recourir à des expédients. Voilà, des expédients, alors qui vont être de différents, donc le marché noir, effectivement, ses amis qui lui font présent d'un poulet, de 6 œufs ou d'huîtres, et puis ses admirateurs qui eux aussi, contribuent. Et, un peu d'huile, vous voyez, des choses qui sont vraiment remarquables. Et puis, quand ça ne suffit pas, elle n'hésite pas à jouer de ces relations. Bon, même si c'est pas très systématique, mais on la voit faire son petit numéro au préfet de la Seine pour avoir plus de charbon. Effectivement, en lui écrivant, voyez comme ma main tremble, c'est la main d'une vieille écrivaine qui a froid, voilà, ou bien en demandant subtilement à un producteur de tissus de quoi se faire des chemisiers, parce que sinon, elle sera en loc. Voilà, donc elle joue effectivement un peu de ça, mais bon, la plupart du temps, tout simplement, elle paye rubis sur l'ongle au marché noir. Alors, vous avez évoqué le Petit Parisien, nous n'avons pas évoqué Candide, Gringoire, présent. On va lui reprocher le fait qu'elle écrive dans ses journaux qui sont classés à droite et à l'extrême droite. Alors, je vais dire qu'elle n'écrit pas dans ses journaux, mais elle publie en avant-première des nouvelles ou des romans, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que d'écrire réellement des articles. C'était une pratique classique à l'époque. Tout à fait, ce qui était régulier. Et il ne faut pas omettre que elle se réfère à Candide, Gringoire, tels qu'ils existaient avant la guerre, car ces journaux-là paraissent en zone libre, alors qu'elle vit en zone occupée, c'est-à-dire que elle ne voit pas ces journaux. Ils sont interdits en zone occupée. Donc, en fait, elle ne sait pas réellement, si je puis m'exprimer ainsi, où elle publie, dans quel organe elle publie. Et d'ailleurs, elle le dit à un moment à propos de Temps présent. Elle dit, ça s'appelle Temps présent ou quelque chose comme ça. Et je m'en moque du moment que ça paye. Voilà. Est-ce qu'elle a peur? Oui, alors elle a peur, mais pour une raison très particulière, c'est que son mari, Maurice Goudequette, est juif. Il est arrêté d'ailleurs. Oui, et dans la rafle dite des notables en décembre 1941. Alors là, elle va faire jouer le banc et l'arrière-ban de ses relations pour obtenir sa libération. Il est interné au camp de Compiègne, un camp de représailles très dur, à l'hiver 41-42. Elle va obtenir sa libération grâce à la femme de l'ambassadeur d'Allemagne. Et à la suite de cela, elle vivra effectivement dans la terreur constante qu'il soit à nouveau arrêté.
Alors là encore, je vous cite, elle regarde de sa fenêtre, mais vous vous posez la question, ne finit-elle pas par tenir à l'envers une lorgnette de courte vue ? Oui, parce que elle évite de sortir parce qu'elle est frappée par l'arthrose et l'arthrite, parce qu'elle trouve que souvent il fait froid dehors, que les moyens de locomotion sont très réduits et qu'en plus, en principe, elle a besoin de l'aide de son mari pour se déplacer. Or, il n'est pas très opportun qu'il sorte à tout bout de champ, donc elle évite de sortir et c'est vrai qu'elle ne trouve plus son inspiration que dans ce qu'elle voit, ce dont elle entend parler, ce qu'elle imagine, en particulier depuis la fenêtre de son appartement qui donne sur le jardin du Palais Royal, qui est une sorte de petit monde clos, beaucoup plus décati qu'il ne l'est maintenant, et du coup simplement fréquenté par des habitués du voisinage ou des personnes qui travaillent à proximité. Est-ce que ces écrits, au fond, ne font pas pâle figure, là encore, je vous cite, dans un temps de décision vitale et un temps d'engagement? Elle ne souhaite pas s'engager. Non, elle ne souhaite pas s'engager. Je pense que de toute sa vie, elle a signé une seule pétition d'intellectuels et c'est Aragon qui a obtenu cet exploit en 1938. Elle ne se considère pas comme une intellectuelle. Non, du tout. Elle joue d'ailleurs beaucoup de ça puisque après tout, elle n'a pas fait d'études. Donc, elle en rajoute en modestie feinte aussi. Alors, est-ce que ces écrits font pâle figure ? Ils sont partiellement détachés de l'heure et ils ont gardé toute leur qualité littéraire qui donne un très grand plaisir de lecture. Mais dans ces articles, au fond, elle prend position, ne serait-ce que quand elle parle de l'heure noire, comprendre l'heure allemande, puisque Paris a été placé d'autorité dans le fuseau horaire de Berlin depuis le début de l'occupation. Et il y a dans ces descriptions de cette nuit qui n'en finit pas, bien sûr quelque chose à comprendre sur l'occupation, car à côté de cela, jamais elle n'écrit occupation, allemand ou même guerre. L'après-guerre est un retour à la normale pour elle ? Alors c'est même une apothéose, puisque elle-même et son œuvre sont encensées à la fois par les anglo-saxons, dont les représentants se sont précipités chez elle dès acter la libération de Paris. Et elle est aussi reconnue, félicitée par la presse communiste, le tout sous la protection de Louis Aragon, qui est un admirateur éperdu de l'œuvre de Colette, et donc elle va connaître toutes sortes de consécrations, comme son élection à l'Académie Goncourt, qui pour sa part a vraiment besoin de redorer son blason, et tout ça culminera au fond dans ses obsèques officielles, justement au Palais Royal en 1954. Eh bien, merci beaucoup Bénédicte Vergé-Chaignon d'être venue au micro de Storia Voce afin d'évoquer ce destin, Colette en guerre, un ouvrage paru chez Flammarion. Je renvoie aussi nos auditeurs aux 2 émissions précédentes que nous avons enregistrées, celle des relations entre les Français et le maréchal Pétain, et aussi la 2e partie consacrée, elle, à la vie quotidienne des Français pendant la guerre, qui entre dans le cadre de la publication Les Français dans la guerre, archives du quotidien 1940-1945, un livre que vous avez dirigé également, paru chez Flammarion, plus de 250 illustrations. N'hésitez pas, chers auditeurs, chères auditrices, à aller vers nos autres émissions consacrées à ce sujet. Elles sont nombreuses. La survie des Juifs de France avec Jacques Semelin, la série que nous avons enregistrée ensemble, Bénédicte Vergé-Chaignon, consacrée au maréchal Pétain en 3 volets. Il y a également une série sur la résistance avec Olivier Vievorka, ou bien également une série sur l'appel du 18 juin. Merci beaucoup.
Merci, et moi j'ajoute, n'hésitez pas à écouter et à réécouter toutes les émissions de Storia Voce, je suis une fan. Merci beaucoup Bénédicte, et à très bientôt chers auditeurs pour un nouveau numéro de nos cours d'histoire.